Après un refus d'obtempérer ce week-end, Tristan, 30 ans, a été violemment et mortellement percuté par un chauffard qui fuyait la police à Paris, niveau Pantin. Que sait-on exactement de ce qui est arrivé à ce jeune qu'on a du mal à nommer, à appeler par son prénom? Malheureusement, c'est une affaire très banale qui se termine extrêmement mal. C'est-à-dire que c'est simplement l'histoire d'un refus d'obtempérer, comme il y en a des dizaines par jour en France. Il est 3h30 du matin, on est dans le 19e arrondissement de Paris, vous l'avez dit. Les policiers demandent à une voiture, en l'occurrence c'est une BMW, de s'arrêter. Le chauffeur refuse de s'arrêter. Une course-poursuite s'engage entre les policiers et ce chauffeur. Quelques minutes plus tard, il parvient à distancer les forces de l'ordre. Il abandonne sa voiture et dans sa course, entre-temps, il a percuté en effet mortellement Tristan, 30 ans, qui a été projeté à plusieurs mètres de la chaussée, donc il devait par ailleurs rouler extrêmement vite. Et par ailleurs, on apprend que le chauffeur, donc, qui est en fuite, parce que non seulement il a fait un premier refus d'obtempérer, mais une fois qu'il percute Tristan, il prend la fuite. Donc il y a en plus un délit de fuite, en plus du refus d'obtempérer. Il a été interpellé et on a appris depuis qu'il était sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire un véhicule et que cette décision prenait effet le 21 août dernier. Donc elle est assez récente. Donc il avait été placé sous contrôle judiciaire, interdiction. C'est probablement la raison pour laquelle, d'ailleurs, il échappe aux policiers. En attendant, Tristan est mort. Alors, ça n'est pas la première fois que ça arrive, évidemment. Et là où vous avez raison, c'est que ça fait rarement la une des journaux. Aucun d'entre nous n'est capable de citer le prénom d'une seule victime morte après un refus d'obtempérer en raison tué par le conducteur qui a refusé d'obtempérer. Et là, Tristan meurt absolument innocent dans les circonstances. Il était simplement sur le trottoir au moment où il ne fallait pas, dans une indifférence, en effet, relativement générale. Pourtant, dans un débat public où le refus d'obtempérer revient assez régulièrement dans le débat. Et derrière lui, évidemment, on pense à toutes les autres victimes de refus d'obtempérer. Il y en a des très jeunes, il y a des enfants, il y a des personnes âgées qui ont été tuées. Il y avait une jeune fille, d'ailleurs, il y a 2 ans, à Paris, pareil, la nuit, qui avait été tuée également. Vous avez des policiers et des gendarmes aussi qui sont morts, ou alors, pour certains, blessés plus ou moins gravement. Alors, les blessés, là, c'est carrément... là, on n'en parle absolument jamais. Et pour eux, en effet, personne ne demande justice aussi bruyamment que d'habitude. Ou alors, je dirais, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de bruit pour avoir de la justice, mais peut-être que derrière ces refus d'obtempérer, parfois mortels pour des innocents, vous avez l'immense majorité des Français. Vous savez, de sondage en sondage, les Français ils disent oui, mais bon, les refus d'obtempérer, il faut bien que la police réagisse, il faut que la police puisse stopper les véhicules. Donc peut-être que personne ne fait de bruit, mais que dans le pays, il y a cette fameuse majorité silencieuse qui se dit c'est quand même beaucoup plus injuste que ce qui arrive parfois quand la police stoppe les véhicules. Alors évidemment, c'est très difficile. Tout le monde pense à Naël, évidemment, à l'affaire Évidemment, tout le monde pense à Naël, et il y a eu d'autres histoires comme celle-ci. C'est évidemment extrêmement difficile de réfléchir là-dessus, mais puisque là, en l'occurrence, ça ne provoque aucune émotion, parce que c'est malheureux, mais il faut que la victime soit parfaitement innocente pour que personne ne s'émeuve. Je ne comprends pas très bien la logique, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, puisque l'émotion est moins forte, il nous est plus difficile de réfléchir justement à ces situations et de comprendre quelle est la règle qui a été imposée aux policiers, notamment sur ces refus d'obtempérer. Alors, que peut-on retenir de cet accident mortel, Charlotte Dornelas, alors que les refus d'obtempérer font souvent la une de l'actualité? On en parle régulièrement ici, un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Alors, en fait, il y a 3 situations avec ces refus d'obtempérer. La majorité du temps, il n'y a pas de conséquences dramatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort après un refus d'obtempérer. Il y a une autre conséquence qui n'est pas comparable en termes de drame, mais qui existe quand même, c'est la décrédibilisation progressive de l'autorité. Quand vous vous dites « je refuse de répondre aux ordres de la police qui me demandent de m'arrêter » et que ça n'a aucune conséquence, ça engendre d'autres conséquences. Mais en l'occurrence, il n'y a pas de mort. Il arrive parfois que ces refus d'obtempérer engendrent la mort d'innocents qui passaient par là. C'est le cas de Tristan. Il arrive aussi que ces refus d'obtempérer engendrent la mort du conducteur. Et ce sont ces seuls refus d'obtempérer, ces 3e, dont nous parlons et qui prennent beaucoup de place dans le débat public. Or, la règle, on va dire, pour les policiers a changé en 2017. Avant 2017, les conditions d'ouverture du feu, le fait que les forces de l'ordre puissent tirer, enfin les policiers, c'était cantonné simplement au principe de la légitime défense. C'est-à-dire comme vous et moi. Les policiers ne pouvaient tirer que comme nous, simplement nous ne sommes pas armés la plupart du temps, eux le sont.
Depuis 2017, sur cette question des refus d'obtempérer, précisément parce qu'il y en avait beaucoup et que parfois ils avaient des conséquences dramatiques, le régime des policiers a été calqué sur celui des gendarmes. Donc le code de la sécurité intérieure, je vais le citer, ça va être plus simple, les policiers peuvent tirer s'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Donc, en clair, ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas un permis de tuer, parce que la France Insoumise, je lis ce texte parce que la France Insoumise, après la mort de Nahel, a déposé un projet de loi pour abroger ce texte, en disant que c'était une peine de mort déguisée. Il ne s'agit pas, en l'occurrence, on comprend bien en lisant le texte, d'un permis de tuer, mais simplement par l'extension du cadre de la légitime défense, c'est une des facettes du devoir de protection. On ne leur dit pas « vous pouvez tuer », on leur dit « voilà ce que vous avez le droit de faire si c'est nécessaire et proportionné, comme d'habitude, pour protéger autrui, votre vie ou celle d'autrui ». Seulement, il faut bien comprendre que la situation, elle est extrêmement délicate. Les policiers, ils sont en face d'eux une voiture. Ils voient parfois qu'elle a déjà fait prendre des risques, qu'elle roule très vite, qu'il y a des passants qui ont failli se faire renverser. C'est ce qu'on a vu dans les minutes qui ont précédé, par exemple, la mort de Nahel. C'est ce qu'a évoqué le policier quand il était en garde à vue. Simplement, le policier, il a 2 secondes pour analyser la situation et se dire est-ce qu'il est nécessaire et proportionné d'empêcher ce véhicule de poursuivre sa route. Et pourquoi est-ce que je dis que là, en l'absence d'émotion, on peut réfléchir un peu plus sereinement? C'est que reprenons le cas d'aujourd'hui. Si la police avait tiré, Tristan serait vivant. Simplement, si la police avait tiré et que le conducteur était mort, parce que la police peut tirer pour immobiliser le véhicule, mais dans le feu de l'action. Oui, dans le feu de l'action, avec l'adrénaline, c'est compliqué de viser aussi correctement, surtout quand le véhicule est en mouvement, par exemple. Simplement, si la police avait tiré et que le conducteur était mort, c'est ce qui nous était arrivé au moment de Nahel. Personne n'aurait pensé à Tristan et au fait qu'il ne serait jamais mort, puisqu'il est impossible de l'imaginer à ce moment-là. Donc vous voyez que c'est extrêmement compliqué, et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas en train de dire il faut absolument qu'il tire à chaque refus d'obtempérer. Je suis en train de dire quand ça arrive, c'est pourquoi l'IGPN, sous l'égide de la justice, met des mois et des mois à analyser une situation que le policier a 2 secondes pour comprendre, et que parfois il aboutit à des conclusions très différentes du récit médiatique que l'on a eu. Je ne vais pas refaire l'histoire d'Adama Traoré, c'est encore une autre histoire, mais c'est un peu similaire dans l'enflammement que nous avons parfois dans le débat public par rapport à la réalité de ces refus d'obtempérer. Devant cette affaire Tristan, comment, et son anonymisation, comment expliquer, Charlotte Dornelas, par ailleurs, ces écarts d'émotion entre différentes situations, alors que la mort de ce jeune innocent laisse évidemment une famille inconsolable, mais on a l'impression que c'est que la famille. Bien sûr. Alors, il y a l'absence de vidéo. Il faut être conscient, lucide là-dessus. L'absence de vidéo nous fait toujours beaucoup moins réagir. Nahel, d'ailleurs, tout le monde avait réagi au moment où la vidéo était sortie. Donc ça, c'est assez normal, c'est compréhensible. La deuxième chose, c'est qu'il y a l'idéologie quand même de certains milieux associatifs, politiques et parfois même médiatiques. Il faut, dans les sujets dont on parle, que le jeune soit tué par la police. Je pourrais prendre un autre exemple. On a vu à Nîmes, il y a quelques jours, quelques semaines, un petit garçon, Fayed, 10 ans, tué, victime collatérale d'un règlement de compte qui visait pas la bonne personne. 10 ans, à sa marche blanche, il y avait 3 pelés et 2 tondus. C'est pourtant un petit jeune dans un quartier. Où sont tous les gens qui nous parlent des jeunes des quartiers? Et je prends l'exemple du trafic de drogue parce qu'il y a infiniment plus de morts que tous les autres sujets réunis et de jeunes, notamment dans ces quartiers, qui meurent sous les balles des trafiquants de drogue. Apparemment, ça n'émeut pas non plus. Donc vous voyez qu'il y a une dimension idéologique dans la réaction. Et la troisième, c'est parfois la grossière manipulation. Et là, je prends l'exemple de l'Algérie parce que je suis quand même obligée de le faire. C'est-à-dire que, souvenez-vous, au moment de la mort de Nahel, que tout le monde a en tête au moment où on parle de Tristan, évidemment, le ministère algérien des Affaires étrangères s'était quand même fendu d'un communiqué dans lequel il disait sa consternation et rappelait à la France son devoir de protection envers ses ressortissants. L'Algérie parlant de ses ressortissants en parlant de Nahel qui était né en France. Donc déjà, la France n'a pas réagi, la France n'a pas répondu, c'est normal, ils s'immiscent dans nos affaires pour nous dire ça. Et qu'est-ce qu'on apprend ces derniers jours? Vous avez vu l'histoire, évidemment. Et nous avons 3 jeunes marocains et franco-marocains qui étaient sur leur jet ski, qui sont entrés dans les eaux algériennes, qui disent, eux, s'être perdus pour ceux qui sont vivants. Et les gardes-côtes algériens ont tiré. Que nous dit le ministère algérien de la Défense ces derniers jours? Il évoque un refus d'obtempérer. Et il dit nous avons tiré parce qu'ils ont refusé d'obtempérer. Donc vous voyez que là, dans les 2 circonstances, moi je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que l'Algérie se permet de donner des leçons à la France et la France ne répond jamais et qu'ils utilisent exactement du même argument. Ce genre de manipulations qui ont été évoquées au moment de la mort de Nahel dans le débat public, on n'est peut-être pas obligé systématiquement de tomber dans le panneau.